Et à mieux définir l'intelligence, avec nous aujourd'hui dans Science 2, Laurent Cohen, service neurologie à la Pitié-Salpêtrière, Michel Duim, qui est généticien et docteur en psychologie, directeur de recherche au CNRS, et enfin Monique Leponcin, qui est neurophysiologiste et qui est créatrice d'un certain type de livres pour améliorer la capacité du cerveau. Vous d'abord, Monique, comment est-ce que vous définissez l'intelligence en deux mots? En fait, l'intelligence, c'est une aptitude à mettre en réseau toutes les zones qu'il faut pour répondre de la façon la plus adaptée aux problèmes posés. Alors justement, on est au début de la compréhension de l'intelligence. Comment est-ce qu'effectivement on peut aujourd'hui l'associer au cerveau? Comment est-ce qu'on peut effectivement dire il y a des zones qui correspondent à tel type d'attitude, etc. Le cerveau est fait de plein de petites machines spécialisées et agencées ensemble et communiquant entre elles. Et il n'y a pas une de ces petites machines dont on peut dire c'est la machine de l'intelligence. C'est vrai que l'intelligence est un petit peu la capacité à s'adapter à des situations nouvelles en créant des associations nouvelles entre toutes ces petites machines. Et pour cette espèce de rôle de chef d'orchestre, eh bien, les régions préfrontales, ce qui est dans l'avant du cerveau, ce qui est juste derrière le front et qui est spécialement développé chez l'homme, joue un rôle important. Ce qui est vrai, c'est que des différences dans les capacités d'un individu à l'autre peuvent avoir des corrélations très subtiles avec l'anatomie du cerveau. Et ça a été, par exemple, montré chez les chauffeurs de taxi. On a pris un groupe de 16 chauffeurs de taxi londoniens. Et puis un groupe de 16 londoniens qui n'étaient pas chauffeurs de taxi. On a fait de l'IRM de leur cerveau, dans un groupe, dans l'autre groupe. Et on s'est aperçu que chez les chauffeurs de taxi, il y a une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et qui était un petit peu plus développée que chez ceux qui ne sont pas chauffeurs de taxi. Un peu plus grosse. Et on sait que c'est une région, ça a été étudié beaucoup chez le rat notamment, qui sert à la navigation dans l'espace, à trouver son repère, à trouver ses repères, savoir où on est, où on va, etc. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important pour les chauffeurs de taxi. Donc on s'est aperçu, par exemple, là, que plus les chauffeurs de taxi ont une longue carrière de chauffeurs de taxi derrière eux, plus leur hippocampe est développé. Oui, mais ça, vous nous dites une chose importante, ça veut dire que, en réalité, on peut développer certaines zones du cerveau, donc certaines aptitudes, en fonction d'exercices précis. Monique Leponcin, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on a trouvé exactement la même chose aussi chez certains pianistes, où ces virtuoses, effectivement, ont certaines zones de leur cerveau qui, on a l'impression qu'elles sont hypertrophiées. En fait, il y a beaucoup plus de neurones, effectivement, qui sont recrutés dans cette fonction, qui est la fonction de pianoter sur un clavier. Ça veut dire que le cerveau est un organe évolutif et qu'on peut le transformer tout au long de sa vie? Ça veut dire que nous avons un potentiel extraordinaire, mais est-ce que nous l'utilisons complètement comme nous pourrions le faire? C'est ça la grande question. Justement, on a vu tout à l'heure dans notre sujet un calculateur prodige, donc Alexis Lemaire. Alors justement, Laurent Cohen, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce type de disponibilité au calcul? Les calculateurs prodiges, eh bien, c'est à 99% le fruit d'un entraînement immense. Pendant de longues années, pendant des heures tous les jours, ils s'entraînent. Et notamment, comme dans le cas d'Alexis Lemaire, ils apprennent par cœur. Vous connaissez la table de multiplication jusqu'à 9 x 9. Si vous connaissez la table de multiplication jusqu'à 20 x 20, ça ira beaucoup plus vite pour vous de faire des calculs compliqués. Donc ça, c'est l'essentiel du truc. Et c'est vrai que peut-être que des gens qui ont des difficultés dans les relations sociales, qui pour une raison ou pour une autre n'ont pas tellement d'autres activités, eh bien, eux vont passer peut-être plus facilement 5 heures tous les jours à faire des calculs et à s'entraîner. Par ailleurs, il y a une certaine inégalité à l'intérieur des gens bien portants. Les gens ont un peu une meilleure mémoire, un peu une moins bonne mémoire, là aussi avec une prédisposition génétique. C'est la fameuse bosse des maths, en fait, est-ce qu'elle existe ou pas? Oui, alors la bosse des maths, voilà, c'est-à-dire que on a une certaine prédisposition éventuellement. On parle de prédisposition, mais pourquoi pas des prédispositions génétiques, Michel Duim? Qu'est-ce que dit le généticien? Mais ce qu'on sait le mieux, c'est l'influence de l'environnement sur ses performances intellectuelles. Davantage que les filières génétiques. Et ce qu'on sait, par exemple, si vous comparez des enfants qui ont vécu dans des milieux très défavorisés, avec peu d'accès à des stimulations langagières, des stimulations de jeu, etc., ils vont avoir des performances intellectuelles faibles, alors que ceux qui se trouvent dans des milieux à stimulation élevée vont avoir des performances intellectuelles plus élevées. C'est très important parce que c'est des facteurs qui, contrairement aux facteurs génétiques, on peut agir dessus en ayant une meilleure éducation, etc. Qui rejoint la neurologie, c'est-à-dire qu'on sait que dès l'enfance, enfin après la naissance, par exemple, les synapses, les neurones ne sont pas connectés entre elles. Et on sait que tout ce qui est apprentissage, interaction, etc., va développer ces neurones et ensuite jouer aussi sur la sélection. Michel Duim, on a des instruments qui me permettent aujourd'hui de mesurer, entre guillemets, cette intelligence. Justement, ce sont les tests d'intelligence. Le test de QI, c'est pas une mesure. C'est d'abord un outil qui va permettre un diagnostic. C'est pas une mesure. La population générale retient que le quotient intellectuel qui n'a
pas d'intérêt final en soi. Il n'a d'intérêt que par rapport à ce que le clinicien va voir quand il va faire passer l'instrument. Monique Le Poncin. Et c'est intéressant aussi pour le neurologue de savoir si un enfant est, comme on dit, retardé ou pas. Donc ce genre de test, pour moi, est intéressant dans cette évaluation-là. Maintenant, quand on est sur une normalité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de retardement, pas de pathologie, etc., on apprend très très bien à réussir ce genre de test. Il suffit de s'entraîner. Et donc, entre le test qui va être à 100, 105, 120 ou 130, il suffit de s'entraîner. Je vous propose de franchir une nouvelle étape. Et maintenant, nous allons nous tourner vers un nouveau type de sujet. Augmenter donc son potentiel, son quotient intellectuel, améliorer sa mémoire et même, pourquoi pas, rajeunir son cerveau. C'est la promesse de certains concepteurs, notamment des concepteurs de logiciels et autres types de ce qu'on appelle la gymnastique mentale, la gymnastique des neurones. Est-ce que ça peut vraiment nous aider et nous rendre plus intelligents? Tout de suite, quelques réponses. Aimeriez-vous améliorer vos capacités intellectuelles, avoir une mémoire d'éléphant ou encore augmenter votre QI? L'industrie de la gym du cerveau fait ses choux gras du culte de la performance et les produits censés repousser les limites de l'intelligence se vendent comme des petits pains. Test sur internet pour comparer son QI à celui du président Obama ou à celui de Britney Spears, exercices en tout genre, jeux vidéo. Alors, efficacité ou arnaque? Un professeur vous propose même de mesurer l'âge de votre cerveau et de le faire rajeunir. Alors, je crois qu'il faut être quand même extrêmement raisonnable et scientifique. Si vous faites travailler par un exercice une certaine capacité, eh bien, vous allez améliorer votre réussite, vous allez devenir plus performant, mais vous n'allez pas rajeunir votre cerveau. C'est vraiment un discours commercial, c'est pas un discours scientifique. Mais il existe d'autres méthodes pour entraîner son cerveau. Nous sommes à Paris. Monique Le Poncin organise des stages pas comme les autres. Créatrice du concept de gym cerveau, elle propose d'augmenter les capacités de son cerveau. Mais cela a un prix. 295 € pour le stage de 2 jours. Première partie du stage, on révise le rôle des principales fonctions du cerveau et on l'échauffe. Hop, hop, voilà un petit peu. Simplement, pas besoin de le faire pendant des heures. Hein. Alors seulement les exercices s'enchaînent. Reconstruire un mot avec des lettres mélangées, retrouver le pied qui correspond à chaque chaussure, ou encore faire travailler sa mémoire. Un exercice en apparence facile, mais finalement pas tant que ça. Des véliplanchistes, d'accord? Et je vais vous poser 5 questions. Combien de véliplanchistes ont une voile de la même couleur que leur short de bain? Combien de véliplanchistes ont une voile jaune et un short rouge? Combien y a-t-il de petites voiles rouges? Quel est le véliplanchiste qui a un short de bain complètement différent des autres? En tout, on va faire en sorte que la personne utilise mieux son intelligence, profite mieux de son capital d'intelligence, donc elle apparaît plus intelligente aux autres. Plus que de vouloir augmenter ses capacités cérébrales, il s'agirait finalement de garder un cerveau sain tout au long de sa vie. Le docteur Croisil a quelques précieux conseils. Il y a d'abord des conseils nutritionnels, le fameux régime méditerranéen, le fameux régime crétois. Ensuite, il faut que ces neurones ils soient utilisés. Donc l'autre conseil que l'on donne, c'est d'avoir des activités de loisirs ou des activités professionnelles qui font travailler votre cerveau et le plus longtemps possible, même à 80 ans, c'est utile. Alors, Monique Le Poncin, on vient de le voir, vous dirigez donc avec succès donc un centre d'entraînement cérébral. Mais est-ce que vous obtenez vraiment des résultats? Alors, les résultats sont simples. C'est la réussite à un concours, c'est la réussite à un examen professionnel, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir prendre la parole alors qu'avant il ne pouvait pas le faire. C'est vraiment pour moi l'important, ce ne sont pas les exercices. Les exercices ne sont que des démonstrations pédagogiques pour amener les gens à avoir des stratégies efficaces. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent Cohen, c'est par exemple faire des mots croisés tous les jours, ça finit par créer un entraînement suffisant pour devenir plus performant. Tout à fait. En mots croisés au moins. En mots croisés. En mots croisés. Les mots croisés, c'est assez bien d'ailleurs parce que ça permet aux gens, par exemple âgés, de conserver un peu de vocabulaire et d'entretenir, enrichir leur vocabulaire. Oui. Donc tous ces jeux-là sont excellents. On parle beaucoup du docteur Kawashima. Moi, je trouve qu'on est très dur avec lui. Faire rajeunir le cerveau, non. Rendre les gens intelligents, non. Par contre, on leur apprend à mieux se servir de ce capital énorme que nous avons. On ne se crée pas des neurones, là. Mais par contre, on va utiliser des neurones qu'on n'utilisait peut-être pas.
Encore que dernièrement, il y a un certain Américain qui s'appelle Fred Gage qui a dit qu'on pouvait se créer des neurones nouveau-nés. Et il a montré que c'était corrélé justement à de nouveaux apprentissages. Laurent Cohen, dans votre ouvrage passionnant d'ailleurs, vous signalez une question. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont une mémoire exceptionnelle et pas d'autres? Est-ce que c'est le résultat d'un entraînement? Il se trouve que la mémoire humaine, elle marche par association. C'est-à-dire si je vous dis par exemple 1, 7, 8, 9, 7, 5, 0, 1, 3, eh bien, je vous demande de me le répéter dans 5 minutes, vous aurez du mal. Si vous vous apercevez qu'en fait, c'est 1789, c'est la date de la prise de la Bastille, et que 75, etc., c'est le code postal de la région de la Bastille, vous en souviendrez sans aucun problème, parce que vous aurez groupé les informations, vous les aurez rattachées à des choses que vous savez déjà. Donc, quand on s'habitue à organiser les informations et à les rattacher à ce qu'on sait déjà, on apprend mieux. Bon, ça c'est tout à fait vrai. Maintenant, ce qu'il faut voir à propos des personnes âgées, là, qu'on a vu, c'est que, sauf maladie, maladie d'Alzheimer, vasculaire ou autre, le cerveau vieillit bien naturellement. C'est-à-dire que les facultés intellectuelles, normalement, ne décroissent pas nécessairement. Et on est toujours capable d'apprendre, exercice ou pas. Et donc c'est un petit peu un choix. Est-ce qu'on préfère passer de longues heures à faire des exercices qui vous embêtent, ou bien est-ce qu'on se dit je peux apprendre, et je peux apprendre, je sais pas, à parler l'italien, à faire du yoga, à faire du crochet, à apprendre la cuisine turque, etc. Donc, d'une certaine manière, si les gens savent que leur cerveau continue à marcher, autant l'utiliser pour apprendre des choses qui font plaisir et faire des choses qui font plaisir. On dit une personne de 90 ans, elle a un cerveau, peut-être pas de 20 ans, mais enfin en tout cas, elle a un cerveau. Non, pas de 20 ans, parce qu'il y a des choses dans le vieillissement normal, il y a certaines choses qui décroissent un petit peu, mais un petit peu seulement. Et globalement, on reste capable d'apprendre et de profiter de la vie. Bien, merci à tous, merci à tous les trois. Vous nous avez éclairé sur l'intelligence et à notre tour, dans Science 2, nous espérons vous avoir, vous, éclairé sur votre propre intelligence.